Alors, bonjour à tous, bienvenue à notre 14e rencontre. Nous avons le plaisir aujourd'hui de rencontrer la productrice et créatrice des films du Poisson, Yaël Fogiel. Pour nous accompagner à cette rencontre, nous avons Fanny en BTS audiovisuel gestion de production, Camille en licence lettres et cinéma à la Sorbonne, nous avons Marie en licence cinéma Paris Diderot, nous avons Amy en BTS audiovisuel de Cannes au lycée Carnot en section exploitation, nous avons gestion de production au BTS audiovisuel du lycée Carnot de Cannes, et Manon, qui est en master cinéma à l'université Paul Valéry, Montpellier 3. Nous avons le plaisir aujourd'hui de rencontrer Yaël Fogiel, qui, après des études d'arabe et d'hébreu à l'Institut national de langue et civilisation orientale, elle a lancé sa société, elle s'est lancée dans la production en commençant par travailler sur des documentaires. En 1995, Yaël Fogiel fonde la Société des films du Poisson avec Laetitia Gonzalez. Les productrices se laissent guider par la passion et la curiosité dans le but affiché de produire un cinéma d'auteur exigeant. En 2006, elles sont rejointes par Estelle Fialon, qui prend en charge la partie documentaire. Les films du Poisson produit également des courts-métrages et des séries, comme L'Agent immobilier, diffusé récemment sur Arte. Récompensée par le prix Toscan du Blanc du meilleur producteur en 2011, la société compte aujourd'hui plus d'une centaine de titres, dont Depuis Cotard est parti de Julie Bertuccelli, Les Méduses d'Edgar Guéret et Shira Geffen et Tournée de Mathieu Amalric. Parmi les productions en développement, les prochains longs métrages de Noémie Lovski et Mathieu Amalric, ou encore l'adaptation très attendue de la série culte In Treatment par Olivier Nakache et Eric Toledano. Yaël Fogiel, bonjour. Bonjour. Merci Bonjour d'être à avec nous tous. aujourd'hui. Merci beaucoup. On est aussi accompagné aujourd'hui par un garçon que vous ne verrez pas, que personne ne verra, qui s'appelle Grégory, qui est en gestion en exploitation, en BTS audiovisuel et qui s'occupera de la technique. Moi, j'ai une première question pour vous et ensuite on passera la parole à Fanny pour commencer. Est-ce que vous pourriez définir en quelques mots le métier de producteur, productrice? Alors, producteur ou productrice, c'est la même chose, homme ou femme, est là pour faire en sorte qu'un projet voit le jour, je dirais. Euh, c'est le mot produire, c'est faire en sorte que ça soit fait. Et du coup, pour moi, c'est quelqu'un qui va être là dès l'émergence d'une idée, qui peut avoir lui-même ou que quelqu'un d'autre a, et qui va tout faire pour que cette idée devienne quelque chose de réel, un film. Voilà ce que c'est un producteur, en 2 mots. Oui, merci beaucoup. Merci. Je vais passer la parole à Fanny, du coup, pour une première question. Oui, pour commencer, je voulais savoir, est-ce que ce métier était une vocation pour vous et quel a été votre parcours pour y parvenir? C'est devenu une vocation de fait, puisque je le fais depuis 25 ans maintenant. Mais c'est vrai qu'au départ, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'aimais beaucoup le théâtre, le cinéma. Ça, j'étais attirée, euh, voilà, par les cinémas quand j'étais enfant ou adolescente. J'étais cinéphile, mais je savais pas ce que j'allais faire. J'étais pas sûre de ce que j'allais faire. J'aimais bien la littérature. Je savais que j'aimais lire, j'aimais les histoires, j'aimais les films, que j'aimais, voilà, les spectacles. Mais j'étais pas du tout sûre de ce que j'allais faire. Et puis, à un moment donné, euh, c'est arrivé à moi, mais bon, c'est les choses arrivent à vous parce que vous les cherchez aussi. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens qui étaient dans l'école du cinéma, qui faisaient des courts-métrages, qui m'ont demandé un peu d'aide comme ça, des petites mains. Et, et à un moment donné, je voyais que vraiment le monde du cinéma m'intéressait, que j'étais bien aussi de ce côté-là, derrière les choses, pas devant la caméra, parce que j'avais aussi une expérience d'actrice, parce que j'étais actrice pendant un moment, et pendant 2 ans. Donc du coup, je me suis posé la question. Et à 23 ou 24 ans, je me suis dit qu'il fallait choisir. Et sans savoir pourquoi, j'ai juste choisi la production en me disant, bah, je vais essayer ça. Parce que l'idée d'être là depuis le départ jusqu'à la fin me plaisait. L'idée d'aider à un rêve de se réaliser me plaisait. L'idée de pousser, l'idée de porter, voilà, tout ce qui, pour moi, concerne la production, voilà, ça me plaisait. Et du coup, j'ai choisi un peu par intuition.
Et heureusement pour moi, c'était la bonne intuition parce que c'est vrai que je m'y sens très bien. Je sens comme si c'était, oui, j'ai bien choisi parce que j'aime bien faire ça. C'est pas une frustration. Par exemple, on me demande souvent si je veux pas réaliser. Non, j'ai l'impression de réaliser à travers mes productions, en fait. Parce que je me réalise moi-même en tant que productrice et de collaborer avec, voilà, parce que un producteur, donc ça j'ai pas développé tout à l'heure, mais pour moi un producteur il est là depuis le départ, donc depuis que l'idée émerge, on choisit un projet parce que l'idée nous plaît, et là on participe aussi, on participe au développement du projet. Donc on participe, on lit. Des fois, on participe à l'écriture d'une façon ou d'une autre. On n'écrit pas, j'écris pas des scénarios, mais je peux proposer des dialogues, je peux, voilà, j'édite les scénarios. Donc, il y a une vraie part artistique aussi de participation. Donc, pour moi, c'est voilà, c'est la production, c'est complet et simple. Je sais plus, qu'est-ce que vous avez demandé à part le. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, c'était pour votre parcours aussi, donc c'est bon. Ah oui, oui, oui. Donc, j'ai commencé en court métrage et ensuite, c'est vrai que je travaillais le court métrage avec des amis. C'était sympa. Et en fait, la première fois vraiment que j'ai travaillé sur le court-métrage, c'était un ami qui m'a demandé de faire la cuisine pour un court-métrage. Et donc, j'avais 22 ans et il m'a demandé de faire la cantine pour un court-métrage pour 10 personnes. Et j'ai pris ça très au sérieux. Et c'était la chose la plus importante pour moi du tournage, c'était la bouffe. Il fallait que l'équipe mange super bien et que ce soit super. Je savais pas trop bien cuisiner parce qu'à 22 ans, bon, je n'étais pas une grande chef, hein, mais c'est vrai que c'était une bonne introduction pour moi d'abord de la vie sur un plateau et aussi sur cette idée-là je sais pas, de faire partie d'une équipe, de porter une équipe. Pour moi, c'est très lié en fait. Ces débuts à la cantine est lié pour moi pour la suite, pour choisir la production. Et après, je faisais un autre film, un autre court-métrage. On m'a demandé de faire l'assistante de production ou après l'assistante mise en scène, le montage. Donc, j'ai comme ça, commencé comme ça. Et puis, j'ai trouvé un travail chez une femme qui venait d'ouvrir sa boîte de production et qui avait un documentaire en production qui était, donc ça c'était, je sais plus, 90, je crois, et elle avait un projet de film pour Arte, un documentaire de 1 heure et demie qui était un documentaire de création. Donc, et on était, moi je connaissais rien et elle aussi c'était sa première production. Donc on a tout fait ensemble. Et en fait, j'ai travaillé 4 ans avec elle et j'ai beaucoup appris avec elle. Parce que à la fois de comment produire comme ça un film, un documentaire de création qu'on tournait en 35 mm, voilà, c'était pour Arte, etc. Pour un sujet très fort qui m'a tout de suite plu. Donc c'était aussi porter un film qui me plaît, qui m'intéresse. Et c'était un film qui était sur l'œuvre et la vie de Charlotte Salomon. Et puis en plus cette femme, elle faisait des ventes de films. Elle vendait un catalogue de l'Office national du film du Canada à travers l'Europe. Et du coup, elle m'a appris la vente. Elle m'a lancé comme ça sur la vente de films aux chaînes de télévision en France. Et ça, c'était une vraie école pour moi. Parce que j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai pas fait d'école de commerce, hein. Et le fait de devoir vendre des films assez invendables, je dois dire, invendables parce que c'est des films très artistiques, des films d'animation de McLaren ou des documentaires canadiens complètement fous, mais très beaux. Est-ce qu'il y a un marché pour des films comme ça, pas très commerciaux, mais artistiques, quoi, des films d'auteur? Et, et là, j'étais au MIP, là, j'avais 24 ans, 25 ans, et il fallait que je me débrouille pour vendre des films. Et j'ai découvert qu'il y avait un marché pour ça, qu'on pouvait aussi vendre des films comme ça. Et petit à petit, c'est ça aussi qui m'a donné voilà, les bases après pour la production, parce que j'avais vu que c'est possible et j'ai commencé à avoir des contacts aussi en France et sur le marché européen. Voilà. Merci beaucoup. Alors pour continuer, moi je voulais vous demander le fait d'être une femme dans ce milieu du cinéma et dans le milieu de la production, est-ce que c'est un peu plus compliqué? Comment ça se passe? Est-ce que ça génère des différences? Alors, c'est peut-être compliqué. Moi, j'ai jamais pensé que c'était compliqué.
Mais je pense que c'est une question très personnelle, quelque part. C'est-à-dire que je n'ai jamais posé la question. Du coup, ça m'a pas posé un problème. C'est-à-dire que je pensais pas que c'est un problème. Du coup, j'ai foncé. Et je me suis dit qu'il n'y a pas de différence entre moi et un homme. Du coup, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Euh, Après, effectivement, il y a a priori plus d'hommes dans le milieu, il y a plus de producteurs hommes. En plus, quand j'ai commencé à 25 ans, encore plus, il y a beaucoup moins de femmes. Et c'est possible aussi que j'ai même pas vu qu'il y avait des soucis et qu'on était peut-être un peu moins considérés. Mais moi, avec mon associé, on n'a jamais senti que ça posait un problème ou que c'était une faiblesse ou que c'était parce qu'on croyait en nos projets et du coup on fonçait sans penser à qu'on était voilà moi voilà si je sentais me sentais des faiblesses, c'était plutôt parce que j'ai un accent et que donc je suis d'origine étrangère. Et je me suis dit que ça tout le monde le sait et du coup bon voilà ça me fragilisait un peu, mais pas parce que j'étais une femme. Au contraire, je trouvais que c'était un gros atout. Les femmes sont géniales. Ça, On j'ai de vous la dira chance pas le d'être une contraire, femme. nous. Donc D'accord. on a une chance. On a une chance d'être une femme, donc, du coup d'avoir une attitude que je trouve très bien pour la production, par exemple, entre autres. Justement, pour rebondir là-dessus, vous faites partie du collectif 50-50 qui vise à promouvoir la parité dans le secteur cinématographique. Est-ce que vous voyez quand même malgré tout une évolution, notamment en termes de représentation, de plus en plus de réalisatrices et de productrices dans le milieu? Oui, oui, c'était important pour moi d'en faire partie parce que c'est vrai qu'à un moment donné, même si personnellement, j'ai pas senti la question de façon brûlante sur mais j'ai bien vu qu'on était moins de femmes, j'ai bien vu que les salaires étaient différents, j'ai bien vu que dans les commissions, par exemple, il y avait moins de femmes, donc c'était important pour moi de soutenir, de soutenir la bataille. Et j'ai l'impression que oui, qu'il y a une attention à ça. Après, il y a aussi, il faut faire attention aussi. Par exemple, quand on me disait qu'il fallait sélectionner le même nombre de films d'hommes et de femmes, là, j'étais pas très d'accord. Parce que justement, je trouve que on sélectionne pas par parité. Par contre, que les sélectionnaires soient en parité, ça, je trouvais ça logique. Ça, je trouvais ça bien qu'il y ait des femmes et des hommes plus ou moins pareils dans les comités. Ça, oui, ça, je trouvais que c'était intelligent et juste de le faire. Mais par contre, on peut pas dire que on est plus doué parce qu'on est un homme ou une femme et on doit choisir les films qui sont les meilleurs. Donc voilà, ça, c'est pas, c'est une autre question. Vous voyez la différence? Voilà. Donc c'est vrai que c'est une bataille que je trouve importante, mais qu'il faut faire attention de ne pas être dans la dérive d'autres choses aussi, qui fait que c'est un peu, voilà, c'est pas toujours juste. Merci beaucoup. Camille, il y avait une question qui rentre un peu plus dans dans le domaine pratique. Alors oui, ma question c'est à partir de quel moment quelqu'un qui a un projet de film doit-il contacter un producteur? Alors ça peut être à tout moment. C'est-à-dire que ça peut être aussi quelqu'un qui a une idée, par exemple. Quelqu'un qui a une. Alors après, c'est vrai que euh, moi, ça m'est arrivé que quelqu'un est venu avec juste une idée. Mais c'est vrai aussi que c'est quelqu'un que je connais ou que dont je le connais le travail ou voilà parce que une idée des fois ça suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a une idée, mais qui veut la faire aussi. C'est pas seulement l'idée. On peut avoir beaucoup de bonnes idées et après c'est la manière dont on les fait qui est en fait le cinéma c'est un peu ça. C'est qui le fait. Et, donc, mais ça peut être aussi, ça m'est arrivé que quelqu'un est venu, par exemple, Des Picots à répartie, qui est un très beau film, un premier film, un deuxième long métrage que j'ai produit, et ben c'était Julie Bertuccelli que je connaissais parce qu'elle était assistante de réalisation, puis elle travaillait avec moi comme assistante, elle a fait des documentaires par ailleurs. Elle vient, elle me raconte une histoire. L'histoire m'a tellement plu que moi j'étais même plus excitée qu'elle de faire tout, puisqu'elle savait pas si elle voulait faire une fiction ou un documentaire. Je voyais tout de suite, je voyais le film.
Donc c'est ça qui a été très agréable, c'est que en fait quand ça fait tilt à moi, quand quelqu'un vient avec un scénario déjà complet, c'est pas mal aussi parce que c'est déjà écrit. Mais là, il faut voir aussi est-ce que ça provoque chez moi, est-ce que je visualise, est-ce que ça me parle, pas forcément de façon personnelle. C'est pas que ça parle de moi, mais que ça parle d'un sujet ou que je vois dedans. C'est comme ça que j'ai choisi de produire quelque chose. C'est quand ça me parle. Faut que ça me parle. Faut que ça m'intéresse. Il faut que ça me provoque de visions, que mon imaginaire fonctionne tout de suite, que je sache très rapidement comment le vendre, par exemple. Je sais très bien que s'il y a un projet qui arrive à moi, que c'est pas tout de suite, je vois comment je vais le vendre, c'est-à-dire que je sais que voilà, j'ai l'idée de, bah, j'aurais du mal. Donc des fois, je lis des choses qui sont en soi peut-être très bien, mais je sais pas les faire. Je vois pas comment je peux convaincre quelqu'un. Je vois pas parce que je vois pas assez l'intérêt et du coup je le ferai pas. Donc ça peut être à des stades différents. On vient me voir avec un synopsis plus ou moins long, ou de 3 pages ou de 10 pages, voilà. Mais des fois, on me voit aussi des scénarios complets. Voilà. Merci, pardon. Fanny, c'est à vous. Oui, quels sont les moyens de financer un film en 2020? Alors, pour financer un film, nous, voilà, c'est assez. Alors, il y a des possibilités. Soit on fait un film franco-français, donc en France, et à ce moment-là, on va faire quoi? On va aller une fois qu'il est écrit, parce que bon, il faut financer aussi l'écriture. Donc, soit on a des fonds propres, soit on va demander des aides des régions, des aides de développement, des aides à l'écriture. Donc, on va financer l'écriture. Et ensuite, une fois qu'on dit OK, pour nous le scénario est prêt, on va aller d'abord déposer au CNC, à l'avance sur recette, qui est donc une aide subvention de l'État très sélective, mais très importante parce que c'est beaucoup d'argent. Parce qu'ils peuvent donner entre 300, disons la moyenne c'est 450 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Donc c'est vrai que si on peut obtenir ça, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup le scénario. Parce que la concurrence est énorme. Ils reçoivent, disons, par session, il y a 100 scénarios qui arrivent, 25 qui vont aller au final et 5 qui vont avoir l'aide. Donc c'est très difficile d'avoir l'aide. Du coup, c'est pour ça que les scénarios doivent être parfaitement bien écrits et que nous soient convaincus que c'est bon. Et même ça suffit pas. C'est pas une garantie, mais au moins ça. Donc il y a le CNC. Ensuite, pour nous, la deuxième étape importante, c'est le distributeur. C'est lui qui va le sortir en salle. Parce que s'il n'y a pas de distributeur intéressé, on va avoir du mal à la fois à le financer, et parce que quand je vais voir les chaînes de télévision, ils vont demander qui va le sortir. Du coup, c'est assez incontournable d'avoir un distributeur avant. Alors, ça m'est déjà arrivé de faire un film sans distributeur au départ, et c'était très difficile. Voilà, c'est mieux d'avoir un distributeur qui lit les scénarios et qui sur le scénario va me dire je veux le faire, je vous donne de l'argent en minimum garantie, qu'il va récupérer après sur le frais de sortie, tout ça, c'est toute une négociation. Mais au moins il s'engage donc, après moi je vais voir les télévisions, et ça c'est la prochaine étape, et j'ai un distributeur déjà, donc si c'est un distributeur très connu, eh ben, ils vont regarder plus vite, ils vont mettre plus d'argent. C'est un distributeur qui correspond au film. En tout cas, c'est toujours ça l'idée de trouver un distributeur qui correspond bien au film et qui veut bien mettre de l'argent. Donc ça, c'est la grande difficulté, c'est de trouver un distributeur. Et ensuite, sur le télé, donc on peut avoir 3 diffuseurs. On peut avoir Canal+ comme première fenêtre, si c'est une pay TV. On peut avoir Ciné Plus ou comment ça s'appelle OCS en deuxième fenêtre, et une chaîne hertzienne comme Arte ou France Télévisions en troisième fenêtre. Ouais, donc on peut avoir quand même 3 télévisions. Après, il faut encore avoir la chance d'avoir les 3. Mais c'est une possibilité en tout cas pour financer. Et ensuite, on a des aides régionales et on a les crédits d'impôt aussi. Les crédits d'impôt, vous savez ce que c'est ou pas? Vous voulez que je vous explique vite fait En tout cas, les crédits d'impôt, c'est une aide en fait de l'État, et il y a certaines dépenses
qui sont dans le devis et vont être pris en charge, en tout cas remboursés par les impôts. Donc ça rentre en compte dans le devis. Il y a 10 à 20% du devis qui vont être financés par ces crédits d'impôt. Donc ça, c'est une aide dans les 10 dernières années. Avant, il n'y avait pas, donc ça, parce qu'il y a ça dans tous les États, dans le monde, donc à un niveau différent. Et ça, c'est vrai que ça encourage de faire des films en France. Parce que voilà, si on reste, sinon, on va ailleurs. C'est ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait toujours. On fait de la coproduction. Donc on va aller chercher de l'argent à l'étranger. Et du coup, des fois, on doit tourner à l'étranger. Parce que, par exemple, en Belgique, les crédits d'impôt est beaucoup plus intéressant parce qu'ils donnent 40%. Ils remboursent 40%, c'est beaucoup plus que 20%. Donc, mais après, il faut étudier la question. Est-ce que le coût d'aller en Belgique, donc de transférer une équipe ou de prendre une équipe belge, est-ce que ça vaut la peine? Parce que ça veut dire que nous, on n'aura pas le crédit en France, mais des fois, voilà, il faut vraiment faire des calculs pour voir qu'est-ce qui est plus intéressant. C'est pour ça que ce crédit s'est mis à vu le jour, pour nous convaincre de rester en France. Mais des fois, on n'a pas assez. Et il y a des films que j'ai faits à l'étranger, notamment des films en anglais, parce qu'il y a des films en anglais, on a très peu d'aides. En France, les aides sont concentrées aussi sur les films en langue française, pour protéger la langue française, qui est très bien. Mais la vente sur recette du CNC, par exemple, un film en anglais, on n'a pas d'aide. Donc, un film d'un réalisateur français où le film va parler en anglais, très difficile à produire. Pourtant, c'est quand même bien de faire des films en anglais de temps en temps. Ça serait bien c'est ambitieux. Donc moi, j'en ai fait 2, mais on n'est pas beaucoup de producteurs français à faire des films en anglais parce que c'est compliqué. Et évidemment, à chaque fois, j'ai coproduit à l'étranger, beaucoup, parce que la moitié du budget, je l'ai trouvé à l'étranger. Voilà. Merci beaucoup. Oui, merci. Déjà, vous avez répondu à plein de questions. Déjà, c'est super. Amy, Amy avait une question. Ah, on ne vous entend pas. Oui. Amy. Moi, j'entends pas. Pardon, bêtement, j'ai oublié mon micro. Est-ce qu'il y a beaucoup de projets dans lesquels votre société s'investit et qui n'aboutissent pas? Alors, ça arrive, mais heureusement, pas beaucoup. Chez nous, en tout cas. Ça nous est arrivé, bien sûr, et ça arrive, ça arrive. Mais franchement, j'ai pas fait le calcul, mais ça arrive pas souvent parce que c'est vrai aussi que ça dépend aussi. C'est-à-dire que d'abord, je prends pas un projet si je le sens pas, si je sens que j'arriverai pas à le financer. Et parfois, donc je suis très sélective dans mes choix de projets. Je prends pas beaucoup de projets, je trouve peu de projets. Et quand je prends un projet, je me dis j'irai jusqu'au bout. Maintenant, ça m'est arrivé quand même quelques projets où j'ai pas réussi, malgré ma conviction absolue. Voilà. Alors, par exemple, il y a un projet, je me souviens un film, c'est un film d'une photographe qui est venue. Moi, j'ai adoré le projet, je trouvais génial et tout. Puis, j'ai investi beaucoup de temps, tout ça, et puis j'ai pas réussi à le financer. Donc, je lui dis, écoute, moi, j'arrive pas à le financer, c'est dommage. On a déjà perdu beaucoup d'argent parce qu'on a fait le casting, parce que voilà, on a travaillé, mais on n'arrive pas, donc on va pas le faire. Et là, il y a plusieurs possibilités. Soit elle va voir quelqu'un d'autre qui va produire le film, soit on l'abandonne complètement, soit on le fait autrement. Et en fait, par exemple, dans son cas, elle a décidé de le faire dans ses propres moyens. Elle a tourné toute seule, et en 3 semaines avec ses copains, chose que nous, on ne peut pas faire parce qu'on est producteur, on a une société, on ne peut pas faire les choses comme ça. Mais elle pouvait le faire. Elle l'a fait. Elle a fait un premier montage. Et quand elle a fait le premier montage, elle est venue nous voir. Elle nous a montré. Ça nous a beaucoup plu. Et du coup, on a repris le film et on l'a fini quand même. Et on a trouvé le financement à la fin, etc. Donc, c'était assez soulageant pour nous aussi, parce que c'est un projet qu'on aurait pu, voilà, elle aurait pu pas exister, puis finalement, il a existé. Mais ça m'est arrivé de développer, j'ai deux gros projets que j'ai développés, auxquels j'ai beaucoup cru, et puis finalement, j'ai pas fait, parce que le réalisateur voulait plus le faire, ou c'était voilà, trop cher, et j'arrivais pas à trouver assez d'argent, donc ça m'est arrivé.
Donc c'est toujours, mais c'est vrai que le fait de, nous on a la réputation d'aller jusqu'au bout, parce que c'est vrai aussi que il y a des projets qu'on lâche pas et qu'on fait au bout de 6 ans. Et ça c'est pas toujours bien aussi. Des fois il faut savoir aussi lâcher, parce que quand un projet, on met 6 ans pour le financer, je veux dire tout le monde, on en a marre de ces projets-là, quoi. On n'en peut plus, quoi. Ça fait 6 ans qu'on l'a écrit, qu'on a financé, ben, ça nous est arrivé, donc c'est des fois c'est bien de lâcher en fait. Ça c'est aussi quelque chose que j'ai appris. On a une question de Marie. Justement, vous parlez beaucoup de financement et de comment on finance un film. Donc ma question porte là-dessus et c'est comment évaluez-vous à l'avance les coûts de la production d'un film? Eh ben, d'abord, moi, quand je lis aujourd'hui un scénario, c'est pas que je sais plus ou moins, mais j'ai un truc d'intuition déjà, parce que alors, il y a aussi un truc d'intuition en fait, je dois avouer que moi, mon intuition est plutôt combien d'argent je vais pouvoir trouver. Pas combien d'argent ça coûte. Combien d'argent je vais pouvoir trouver. Par le, le sujet, par l'écriture, par le réalisateur, tout le package là que je lis, je me dis, bon, là, c'est un film, je peux trouver 2 millions. Et après, il faudrait voir combien ça coûte. Donc, et là, normalement, on fait un devis, hein, on demande à un directeur de production de faire un devis. Donc, lui, il va demander à un assistant de faire un plan de travail pour savoir combien de jours de tournage. Après, il va faire un dépouillement pour voir vraiment les jours de comédien, tout ça. Et lui, après, il va étudier le devis. Donc, il va aller poste par poste, et il va venir, il va me dire, voilà, ça coûte 3 millions. Et moi, je veux dire, il y a un problème parce que moi, je pense que je vais trouver que 2 millions. Mais c'est vrai que, parce que le coût lui-même, après, il faudrait s'adapter. C'est-à-dire, il faudrait s'adapter. Soit on peut faire le film. D'abord, moi, je vais chercher de l'argent et je vais chercher le plus possible. Et je vais arriver au final peut-être à 2 millions, peut-être à un peu plus, peut-être à un peu moins. Et là, on va décider si on fait le film ou pas, hein. On peut aussi faire ça, hein. Et c'est-à-dire que si les films coûtent 3 sur le papier et on n'a que 2, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire le film sans l'abîmer, sans faire un autre film? Donc, il faut faire moins de jours de tournage. Est-ce qu'on peut le tourner en moins de jours de tournage? Est-ce qu'on peut, enlever quelques scènes qui sont trop chères? C'est ce qu'on fait tout le temps. Tout le temps. Donc, c'est vrai on peut avoir un projet, par exemple, le film La douleur. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous voyez ce que c'est, mais c'est un film qu'on a fait qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans. Et c'est un film qui était une adaptation d'un roman, qui est un film qui se passe dans les années 40. Donc, très cher. Très cher, c'est un film qui coûtait à la fin 7, pour lequel on n'a eu que 6. Voilà, c'était très. Et c'est un film qu'on a dû, même en fabrication, les réduire en nombre de jours de tournage, tout ça, parce que tout coûtait très, très, très cher. Et puis voilà, et on était dans un truc où on a trouvé 6, et puis on voyait au fur et à mesure qu'on allait dépasser. Ça arrive aussi. On n'a pas assez d'argent, et on le voit au fur et à mesure on dépasse. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ça aussi, c'est pour ça, on cherchait, c'était des périodes très, voilà, on prend des risques. C'est sûr qu'on prend des risques. On prend des risques, mais comme on est des femmes, on est très raisonnable et on prend des risques mesurés. C'est-à-dire que quelque part, on sait, c'est des risques qu'on sait. On sait qu'on va trouver. Pourquoi? Parce qu'on a un formidable réalisateur, un sujet génial. On le sait. Quand on sait ça, on sait qu'on va trouver. D'une façon ou d'une autre, c'est pas possible autrement que de trouver une solution. Des fois, c'est compliqué, c'est complexe, mais on est obligé de prendre des risques. Même si on n'a pas d'argent nous-mêmes, hein, je veux dire, les risques, on les prend parce qu'on a des banques qui nous connaissent maintenant, qui nous suivent, qui nous prêtent de l'argent, voilà. Mais on fait que ça, en fait, de prendre des risques. Après, des risques à notre mesure. Merci beaucoup. On va revenir à Amy qui avait encore une question un peu pratique. Amy, n'oubliez pas de mettre votre micro. Oui, c'est bon. Quelle est la différence entre un producteur et un producteur exécutif? Alors, d'abord, c'est différent, l'appellation est différente en France et aux États-Unis ou chez les anglo-saxons. Parce que chez les anglo-saxons, il y a executive producer
qui n'est pas un producteur exécutif en France. Executive producer, quand vous voyez ça sur les affiches américaines, etc., c'est lié à l'argent et aussi à la réputation. Par exemple, beaucoup d'acteurs sont executive producers, mais ils font rien de la production. C'est juste parce qu'ils mettent leur nom dans le projet ou s'ils participent au projet, ils considèrent qu'ils participent à la production et du coup ils mettent leur nom. En France, un producteur exécutif, c'est quelque chose de très pratique. C'est quelqu'un qui va gérer la production pour le producteur. C'est-à-dire que si le producteur, par exemple, finance, le producteur exécutif va faire en sorte que tout marche ensemble. C'est-à-dire que les financements correspondent au devis, et qu'il va aussi faire après une fois que le producteur a trouvé l'argent, mais c'est le producteur exécutif qui va gérer tous les contrats, par exemple. Il va faire toutes les négociations. Il va faire en sorte que tout soit en équilibre entre les droits qu'on donne aux distributeurs, aux télés, et il va aussi être en accord direct avec le directeur de production, qui lui fait les devis et qui est sur le plateau et qui est le directeur de production, c'est celui vraiment qui est sur le plateau. Le producteur exécutif est en rapport avec lui parce qu'il va veiller que la direction de production correspond bien au devis, il va aussi prendre des décisions s'il y a des dépassements, etc. Le producteur, il a cet aspect aussi artistique parce qu'il va faire tout le développement, il va participer soit à l'idée du film même et au contenu du film, et c'est lui qui va le financer, c'est lui qui va trouver le financement. Et c'est lui qui va décider les décisions importantes qui concernent le film, comme les acteurs, le casting, la musique. C'est plutôt le producteur, même si l'exécutif peut être là, mais il exécute plus qu'il crée. Disons que le producteur, il a aussi l'aspect créateur. Et le producteur exécutif, il est plus technique. Après, en France, et dans mon cas aussi des productions indépendantes, on fait souvent les deux. C'est-à-dire, je suis souvent producteur et producteur exécutif. Parce que j'exécute moi-même. J'ai pas des films aussi, j'ai pas des moyens d'ailleurs de prendre un producteur exécutif. J'aime bien aussi le côté pratique. J'aime bien aussi être en rapport avec le plateau. Moi, je vais sur le plateau tout le temps. C'est mon rapport aussi avec les réalisateurs. Donc, je suis pas un producteur qui s'assoit au bureau, qui fume les cigares et qui compte l'argent, quoi. Moi, j'ai besoin d'être là aussi sur place, de voir comment ça se passe les jours de tournage, de donner mon avis sur les scènes, voir le directeur de production, parler avec lui, voir les réalisateurs, résoudre les problèmes. Donc, souvent, je fais les deux. Je sais pas si vous avez compris un peu les deux aspects, mais voilà. Merci beaucoup. On va repasser à Cécile, du coup. Oui, alors c'était pour savoir comment on prenait les décisions pour un film qui est en coproduction. Comment partagez-vous les rôles entre les deux sociétés de production? Alors, ça dépend d'où vient le projet. Est-ce que c'est un projet que moi je propose à un producteur étranger ou un producteur étranger qui vient me voir? Disons que dans le premier, si moi, en tout cas, c'est lui qui propose, c'est son film. C'est-à-dire que moi, si je propose un film à la coproduction, ça sera toujours mon film d'abord. Je peux être a priori majoritaire, c'est-à-dire je vais venir avec un film et je vais être le producteur majoritaire parce que j'ai développé le film et que les droits sur le film sont à moi. Et je vais aller, par exemple, récemment, j'ai fait un film pour ça, donc j'ai proposé à un producteur belge et luxembourgeois. Et ils ont lu le scénario, ils ont dit, ah, on adore. Moi, j'ai dit, voilà, moi, j'ai 40% du devis, je cherche encore 30 et 30. Est-ce que vous pouvez chacun m'amener 30% du devis, par exemple? Et là, ça a marché comme ça. Donc, c'est moi qui prends, je mène le projet, je prends souvent les décisions, dernière décision, c'est moi qui les prends. Et ils prennent pas des risques, mais ils assurent leur partie, c'est-à-dire qu'ils trouvent des financements dans leur pays et ils m'amènent ce qui me manque d'ailleurs. Et voilà, et sinon, ça m'est arrivé aussi que quelqu'un me vient et me dit, voilà, j'ai un projet, regarde, est-ce que tu peux lire ça? Et est-ce que tu penses que tu peux participer?
Et du coup, voilà, en ce moment, je suis en train de finir un film, encore un film israélien, parce que j'ai un rapport très fort avec Israël, puisqu'il est né là-bas. Donc, du coup, il y a des projets qui arrivent de là-bas. Donc là, j'ai un film de celui qui a fait La visite de la fanfare. Je sais pas si vous avez vu ce film qui est sorti il y a quelques années. C'était un très joli film. Et donc, je connais le réalisateur, j'ai beaucoup aimé son film. Il nous propose un projet, on a beaucoup aimé les scénarios. Donc, on a dit, d'accord, on va essayer de trouver de l'argent en France. Et donc, on va amener 20% du début. Et du coup, on a quand même un rapport avec les réalisateurs et avec la création parce qu'on va. Mais on est un peu plus loin quand on est coproducteur minoritaire. Et on est un peu plus, disons, on est plus meneur quand on est principal. Et on est moins, on est un peu plus, comment dire, on est plus mineur quand on est coproducteur. Mais on est quand même, pour nous, quand on produit, même si c'est une coproduction de 20%, on va regarder toutes les versions de montage, on va dire notre avis, on va faire tout ce qu'on peut pour que le film soit le mieux. Même quand c'est une coproduction. On est un peu moins impliqué que quand ce sont des films qu'on produit nous-mêmes, c'est sûr. Mais on est quand même impliqué. Merci beaucoup. On a une question de Manon, même 2 questions de Manon. Est-ce que vous intervenez durant toutes les étapes du film, donc pré-production, production, post-production? Et est-ce que vous avez un droit de regard notamment sur le scénario? Ah oui, oui, non, c'est-à-dire que moi je considère que c'est une collaboration avec le réalisateur, avec l'auteur du film. Et on va faire le film ensemble. Donc il faut qu'on soit d'accord sur le film qu'on veut faire ensemble. Alors j'ai beaucoup de respect pour le réalisateur et en France, ils ont le final cut, c'est-à-dire que c'est eux qui vont dire s'ils veulent finir le film d'une certaine façon, c'est comme ça qu'il faut la finir. Je ne peux pas imposer ma vision. Par contre, je tiens beaucoup au dialogue permanent et à pouvoir dire mon avis du début jusqu'à la fin sur le scénario, évidemment. Parce que si j'y crois pas, je vais avoir un problème. Il faut que j'y croie au talent du réalisateur, mais aussi au scénario tel qu'il est. Donc, j'ai fait tout mon possible pour l'améliorer, tout mon possible pour donner mon avis, sachant que mon avis, c'est pas, des fois j'ai tort, je le sais aussi, donc du coup je suis prête à dialoguer, voilà. Je cède aussi souvent parce que ils sont pas d'accord, donc du coup, mais j'accepte. Mais j'aime beaucoup quand, voilà, travailler avec des gens avec qui ça, c'est un tac au tac, quoi. Il y a de l'écoute, il y a un échange, et je sens qu'on construit quelque chose ensemble. Ça, c'est au niveau du scénario, mais c'est comme ça jusqu'à la fin. Et du coup, c'est vrai, c'est pour ça aussi que moi, je tiens à être sur le tournage. Pas tous les producteurs vont sur le tournage. Moi, d'abord, j'adore ça personnellement, j'adore les plateaux, donc je me dis c'est un côté de plaisir, pourquoi passer à côté, surtout que je fais beaucoup de films à l'étranger, donc c'est évidemment que je vais voyager, je vais aller sur le tournage, c'est pas juste sinon. Et, et en plus, je suis responsable du film vis-à-vis de tous les financiers. C'est moi qui prends les risques. Si le film se plante, c'est moi qui prends les risques. Donc, si je suis pas là, il se passe des choses, je suis pas au courant, on m'appelle pour me dire, ah, tu sais, le réalisateur, il a pas voulu tourner La Fourmi et du coup, on a dépassé les 3 heures. C'est pas pareil si je suis là. Et que je peux dire au réalisateur, ben, ça va pas, non, tu vas tourner tout de suite parce que sinon on peut pas. Ou d'autres choses, ou de questions qui peuvent se poser. Il a neigé, il a arrêté de neiger, comment on va faire pour compléter la scène? C'est important pour moi de faire partie, en tout cas, de ce que je peux, en tout cas, si faut s'organiser pour, mais en tout cas, d'être aussi sur le tournage. Et post-production, je suis pas là tout le temps au montage. J'attends que les réalisateurs me disent, viens voir. Et je viens voir quand ils commencent à être contents. Et là, là, je vais aller souvent, fusionner le film, donner toutes mes remarques, mes indications, mon avis. Des fois, on n'est pas d'accord, donc on travaille, on essaye de trouver jusqu'à ce que, des fois, ça m'arrive, par exemple, le montage, le réalisateur, il aime, mais moi, j'aime pas. Je trouve que c'est pas assez bon. Je trouve que ça peut être encore meilleur. Donc, je vais même prolonger le temps du montage, même si le réalisateur, je dépasse le devis, j'ai plus d'argent, mais je trouve qu'on n'a pas assez travaillé. Donc, je vais le convaincre de plus travailler. Et donc, voilà, c'est vrai qu'on est interventionniste, mais c'est normal puisqu'on s'y met tellement de nous dedans. Et on a responsabilité par rapport au financement, aux télé, aux distributeurs. Ils mettent de l'argent, on n'a pas envie de les décevoir. Au moins, on fait tout ce qu'on peut. Donc, c'est ça où j'exige aussi aux réalisateurs d'être dans ce dialogue-là.
Voilà. Merci beaucoup. Fanny? Et alors, que se passe-t-il en cas de divergence entre la réalisation et la production? Donc, quand c'est, alors, par exemple, du point de vue artistique, comme j'ai dit, normalement, c'est le réalisateur qui a le final cut ici en France. Donc, par exemple, on peut ne pas être d'accord, pas être d'accord, pas être d'accord, et puis finalement, s'il dit c'est ça, bah c'est ça. C'est ça, on peut pas faire grand-chose. Après, ça m'est arrivé rarement, ça m'est arrivé d'être vraiment en désaccord, en vraiment en sentiment que on n'est pas allé jusqu'au bout, on aurait pu faire mieux, par exemple. Ça m'est arrivé. Euh, mais ça m'est alors après, il y a aussi le réalisateur, il est tenu quand même à écouter des remarques de producteurs, oui, mais aussi par exemple, des distributeurs, des chaînes de télévision qui viennent au montage, par exemple, voir le montage. Ça peut parfois aider le producteur, parce que des fois, ils peuvent aussi donner un écho qui rejoint par exemple le point de vue du producteur, et donc ça peut aider de convaincre le réalisateur parce que il y a des gens qui ont aussi investi de l'argent, voilà. Mais aussi des fois, mais ça dépend aussi à quel point on a la même vision avec le réalisateur. Si on a la même vision, on avance main dans la main et on a des désaccords, mais on y arrive. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir toujours donner son avis, même si des fois c'est déplaisant, parce que le réalisateur, ça arrive qu'il est déjà très content, et nous on est là à dire ah oui, mais non, cette scène, elle me gêne toujours, et du coup, mais souvent le réalisateur et ça les interroge quand même. Ils veulent savoir, ils veulent comprendre pourquoi ça gêne, ils veulent trouver voilà, donc du coup, il y a un dialogue. Soit on y arrive, soit on n'y arrive pas. Mais là, j'ai pas eu des cas d'énormes désaccords. En tout cas, je me souviens plus s'il y a eu. J'ai oublié. Tant mieux, tant mieux. Oui. C'est bon signe. Marie, vous avez une question? Oui, justement, depuis le début de cette rencontre, on parle beaucoup donc d'argent investi et par la production. Et moi, ma question serait donc justement à quel moment est-ce que la production récupère-t-elle l'argent qu'elle a investi dans un film? Alors, des fois oui, des fois non. Ça, il faut le dire. Ça dépend ouais, du succès du film. Alors, c'est vrai que nous, en tant que producteurs, on investit, on investit du temps, on investit beaucoup de choses et on essaye de trouver aussi de l'argent pour nous payer sur le budget du film. Parce qu'on est indépendant et on n'est pas riche. Ouais, on n'a pas des moyens, donc on n'investit pas de l'argent dans le film. Mais on peut investir du temps, on peut investir notre salaire. Hein. Ce qu'on essaye de faire, c'est soit de se faire payer sur le devis du film, soit, une fois que le film sort, donc c'est les recettes du film. Est-ce que le film marche assez en salle pour gagner de l'argent? Est-ce que le film va rembourser aussi? Alors, c'est vrai qu'il y a une chose, première chose, c'est que la salle, par exemple, quand le film sort en salle, il va rembourser d'abord les frais du distributeur. Parce que le distributeur qui a acheté le film sur scénario, il va devoir rembourser cette avance, mais il va aussi devoir rembourser les frais qu'il met pour la sortie du film. Il va faire de la publicité. Il va payer 100 000 euros, 150 000 euros, 200 000 euros pour la publicité. Donc, du coup, les recettes vont d'abord couvrir ça. Donc, il faut qu'un film marche pas mal pour qu'il rembourse ses frais de publicité, 100 millions garantis, et qu'après, nous, on commence à toucher de l'argent. Et nous, on commence à toucher de l'argent, et on va garder une part qui nous restait sur le film, et on va donner l'autre part à Arte, par exemple, parce qu'Arte coproduit en partie, donc Arte va avoir 20% de recettes, et je sais pas qui d'autre, voilà, l'avance sur recettes va prendre aussi une partie des recettes pour rembourser, donc on va rembourser tout le monde. Et j'ai pas remboursé la plupart de mes films, j'ai pas remboursé complètement les investissements, ça c'est sûr. On est dans le cinéma d'auteur. Il y a un film où tout le monde a gagné de l'argent. Il y a quelques films comme ça qu'on a fait gagner de l'argent à la fois nous-mêmes et nos partenaires. Et il y a des films qui n'ont pas gagné de l'argent.
C'est difficile. On aurait voulu que tous nos films soient viables commercialement, mais c'est vrai que comme on est dans un métier à risque, personne ne peut savoir si ça marche ou pas. Quand on fait des films d'auteur, donc des fois ça prend. Encore heureux dans notre cas, voilà, quand on fait des films qui vont à Cannes, qui ont des prix, qui ont des Césars, bah ça fonctionne. Mais des fois, même avec ça, ça fonctionne, mais pas assez pour que nous, on puisse compter dessus. Après, en France, on a un système aussi, je ne sais pas si vous connaissez, le système du fonds de soutien. C'est-à-dire que chaque billet qui se vend en France, nous, producteurs, on a, disons à peu près, disons grosso modo, 1 € sur ce billet qui va chez nous, mais qui va chez nous pour investir sur un autre film, pour payer l'écriture ou la préparation d'un autre film. Donc, on est garanti, ça c'est une loi française qui protège le producteur, que même si le distributeur là va rembourser ses frais, de toute façon, il y a 1 € qui va automatiquement au producteur. Donc ça, par exemple, donc tous nos films, de toute façon, nous ramènent quelque chose, au moins 1 € s'il y a une entrée. mais pour ça, de devenir rentable, c'est voilà, c'est pas toujours. Oui, et l'avantage du fonds de soutien, c'est que vous avez aussi les films américains, par exemple, qui ramènent aussi au fonds de soutien français, je crois, non? Bah, les films américains, normalement, ils ne rentreraient pas dans le fonds de soutien parce qu'il faut être un film Ah, ça français rentre pour le fonds de soutien. C'est que pour les D'accord. films français. Et, Par contre, et voilà, ce qu'il y il y a, a un c'est truc, que il me semble. non, ce qu'il y a, c'est que les films qui sont coproduits avec des pays avec lesquels la France a un accord, et ils peuvent avoir la nationalité française et du coup générer du fonds de soutien. Et c'est comme ça aussi, il y a des films américains qui ont un producteur sur place, ils auraient fait des coproductions, donc ils peuvent, ça dépend, hein, ça dépend de beaucoup de choses, mais c'était quand même pour protéger la production française au départ. Donc, et justement, contre les grands majeurs américains qui viennent avec des énormes films, pour qu'ils ne touchent pas trop au fonds de soutien, pour que ces soutiens restent pour les producteurs français. Et financent le cinéma français. Il me semblait qu'il y avait un système qui existait qui faisait que même, en fait, sur les films américains, on pouvait récupérer une partie justement pour les films français à venir. Mais bien sûr, c'est que ces fonds de soutien, il n'est pas donné aux films américains, puisqu'ils ne sont pas français. Oui, et du coup, il est pris, il se met dans le pot commun du CNC pour se réinvestir que ce soit dans le fonds de soutien des films français ou même dans l'avance sur recette, etc. Il finance les films français. Oui, donc effectivement, c'est pas donné aux producteurs américains. C'est une exception française. Voilà, c'est une exception française qui est vraiment bien, oui. Complètement. Et même sur des films qu'on coproduit, parce que par exemple, j'ai coproduit un film avec Israël sous l'accord bilatéral entre la France et Israël, et la France a des accords presque avec tous les pays. Donc, si on respecte cet accord d'échange, on peut avoir du fonds de soutien. Alors, pas autant que sur un film français, mais quand même. Donc moi, en tant que producteur français, ça me motive aussi d'essayer de coproduire un film étranger et d'échanger et d'essayer d'apporter aussi des financements, et ça va revenir vers moi. Donc tout ça est un système qui est génial, hein, et unique. Oui, c'est ça. On a de la chance. On a une question de Cécile. Oui, je voulais savoir du coup, vous travaillez avec des distributeurs, vous devez les trouver pour tous les films. Est-ce que vous retrouvez souvent les mêmes distributeurs, vu que vous avez un certain genre de film que vous produisiez? Est-ce que vous tombez souvent sur les mêmes distributeurs? Bah, on les connaît tous. Après, c'est vrai qu'on a travaillé souvent avec les mêmes, c'est-à-dire qu'il y en a certains avec qui on a fait pas mal de films, mais ça tourne quand même en même temps, comment dire. Ce qui est bien d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est bien aussi de changer, mais on a par exemple un distributeur avec qui on a fait beaucoup de films qui s'appelle Pyramide. Et Pyramide, je lui propose des films et il peut dire non, ça je ne crois pas, je ne pense pas que c'est pour moi, et du coup je vais voir quelqu'un d'autre. Donc j'élargis. Par exemple, le film du Losange, la première fois que je travaillais avec eux, c'était sur la douleur. Avant, j'ai jamais travaillé avec les films du Losange parce que j'arrivais pas. Je veux dire, j'étais avec Pyramide ou d'autres distributeurs avec qui je travaillais, donc j'ai même pas proposé.
Et là, la douleur, il s'est trouvé que c'était le distributeur qui, pour moi, a répondu de façon la plus qui a compris le projet de façon vraiment très forte et qui a en plus été prêt à investir l'argent dont on avait besoin. Et du coup, j'ai travaillé avec Los Angeles pour la première fois il n'y a pas très longtemps. Et du coup, j'aime bien varier parce que je trouve ça toujours une rencontre et toujours c'est un accompagnement, le travail avec les distributeurs. Et j'aime bien retrouver aussi, pour nous, c'est bien d'élargir. Et après, ça dépend si on peut. Là, on travaille par exemple avec la Gaumont, pour la première fois, sur un film comme le film de Mathieu Amalric, qui est un film d'auteur, mais comme la Gaumont a fait son dernier film sur Barbara, ils ont voulu faire celui-là. Donc, du coup, pour nous, ça serait une première. Et on découvre un autre monde, qui est un monde de grands studios, qui n'est pas celui des distributeurs indépendants avec qui on a travaillé. Donc c'était difficile pour nous aussi de connaître tout d'un coup d'autres conditions, d'autres façons de travailler, mais intéressant. C'est intéressant. Donc ça change tout le temps en fait. Ça dépend des projets, vraiment chaque projet. Mais c'est vrai qu'on a nos copains distributeurs indépendants qu'on connaît bien et avec qui on travaille souvent. On a une question d'Amy pour continuer. Oui. Quelle est l'importance des festivals dans le parcours d'un film? Alors, c'est important. C'est important surtout sur la carrière du film, la carrière internationale du film. Et je pense, la renommée du film. Donc, dans le milieu, déjà, du cinéma. Et ça peut réagir après sur voilà, oui, la taille du film et la sortie dans un film étranger. Ça peut beaucoup aider aussi. C'est un festival local. Je vais être un peu plus précise. Par exemple, évidemment que si un film va à Cannes, c'est très important parce que ça va donner une légitimité au film vis-à-vis du monde entier. Alors, du monde du cinéma. Mais c'est quoi le monde du cinéma? C'est les distributeurs dans tous les pays. Si tu vois qu'il y a un film dans une sélection officielle à Cannes ou à la quinzaine des réalisateurs, ça, ils vont regarder, ils vont dire, ah ben tiens, c'est quoi ce film que je connais pas ou que j'ai jamais entendu parler, etc. Il va s'intéresser. Voilà, et s'il le prend lui-même, va le mettre dans un festival, parce qu'un festival, ça appelle la presse. La presse va porter le film quand il sort. Donc, le public, je ne sais pas à quel point un festival influence le public, mais le festival influence beaucoup le marché, c'est-à-dire les ventes que le film va générer, et la presse. Et la presse va influencer le public, va aider le film à sa sortie. Donc, c'est très important. Mais quand un film ne va pas à Cannes, c'est pas la fin du monde, parce qu'il y a plein d'autres festivals. Et que, voilà, mais c'est vrai que c'est pas, c'est difficile parce que maintenant Cannes est devenu le principal festival et que tout le monde veut aller à Cannes et tout parce que c'est celui qui est le plus connu. Mais pas tout le monde peut aller à Cannes. Des fois, il y a des films qui vont pas à Cannes. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour la carrière d'un film? Comment on fait sans Cannes? Donc, il y a d'autres festivals. Et voilà. Quand il n'y a pas du tout de festival, des fois, c'est difficile. Parce que le distributeur il dit voilà quelle est son actualité pour sortir le film. Quand on sort un film sans du tout une préparation, parce que le distributeur prépare. Donc par exemple si un film va à Cannes au mois de mai, il va sortir au mois de septembre. Il aura eu déjà beaucoup de travail de promotion au mois de mai, ça prépare la sortie en octobre, en septembre, voilà. S'il n'y a rien, personne n'en entend le film. Le film arrive comme ça. Le film où le réalisateur n'est pas connu, où les acteurs, donc c'est pas facile. Donc c'est vrai que c'est important quand même de travail de festival au niveau national et international pour la renommée du film dans le milieu. Merci beaucoup. On a une question de Camille. Oui, vous parliez justement tout à l'heure de votre lien avec les films israéliens. Et je me demandais quelles sont les différences entre vendre un film en France et travailler avec l'étranger. Quelle est la différence entre vendre un film en France et travailler avec l'étranger? Je ne comprends pas la question. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu peux être un peu plus précise quand vous décidez de produire un film étranger et produire un film français, quelles sont les différences que vous constatez? Alors, d'abord,
comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a un truc, c'est qu'en France, le financement est très lié au fait de la langue française. Donc les films en langue française sont privilégiés. Donc c'est vrai que quand je prends un film israélien qui parle hébreu, je sais que j'aurai moins d'argent, beaucoup moins d'argent. Parce que les systèmes en France privilégient les films en langue française. Mais je peux quand même trouver de l'argent pour un film israélien, mais je trouverai beaucoup moins d'argent. Et ça m'est arrivé de faire un film israélien qui parlait 90% français. Du coup, je le produis comme un film français en fait. C'était un film français d'ailleurs, parce qu'il parlait français 80. Donc 80% du financement était français. Sur un film israélien qui parle hébreu, je vais produire le film, je vais avoir 50% de financement, pas plus. Vous voyez? Donc ça va être un film, ça va être plus petit, ça va être plus resserré, a priori. Parce que j'ai moins de moyens de financement. Je vous donne un exemple. Le CNC, l'avance sur recette pour un film français, je peux avoir, disons, la moyenne, c'est 450 000 euros. Il y a une aide qui s'appelle Aide au cinéma du monde et une aide au CNC pour les films qui ne parlent pas français, des réalisateurs étrangers. C'est une aide très difficile à avoir parce que le monde entier envoie des projets. Il faut avoir un producteur français déjà, mais bon, voilà. Mais ils vont donner entre 80 et 150 000 euros à peu près. Ils ont 200 000 euros maximum. Donc c'est beaucoup moins d'argent. C'est déjà bien, mais c'est beaucoup moins d'argent. Les chaînes de télévision, par exemple, vont donner beaucoup moins d'argent pour un film qui parle une langue étrangère qu'un film qui parle français. Parce qu'on ne rentre pas dans le même quota des œuvres originales qui parlent français. Pour les télévisions, par exemple, elles sont obligées de faire des films qui parlent français. Et du coup, elles vont donner plus d'argent parce qu'elles en ont besoin pour leurs droits de diffusion. C'est tout un système qui est là pour privilégier les films français, ce qui est très bien. Mais donc du coup, voilà, la différence, c'est que j'aurai beaucoup moins d'argent pour un film étranger, que ce soit israélien, italien ou quoi que ce soit. Merci beaucoup. On enchaîne avec une question de Manon. Est-ce que le travail que vous faites sur un film s'arrête net lorsque le film est vendu? Que le film est vendu à qui? Lorsque le film est vendu, par exemple, à des Lorsque le chaînes. film est sorti peut-être. Quand le film est sorti peut-être, Manon. C'est ça? Le film est sorti. Je travaille sur le film jusqu'à la sortie, inclus la sortie. Je suis très présente à la sortie du film parce que je vais choisir l'affiche avec les distributeurs, je vais travailler sur le teaser, la bande-annonce avec les distributeurs, je vais être là jeudi le jour de la sortie, je vais suivre la presse. Donc, je suis là sur la sortie, la post-sortie. Petit à petit, c'est à ce moment-là que, oui, le film, il va vivre sa vie, quoi. Donc, le premier jour de la sortie, je vais être là, je vais acheter 10 billets. Et puis après, je le laisse vivre. Mais il va rester toujours avec moi parce qu'il va rester dans mon catalogue. Donc, je vais suivre les diffusions sur la télévision. Je vais annoncer sur les réseaux sociaux quand il passe, quand il passe sur les réseaux sociaux et sur les télévisions. Je vais suivre aussi les ventes. Si jamais il continue à être vendu, ben ça retombe sur moi de toute façon. Donc, il existera pour toujours. C'est comme un enfant. Mais il arrive à maturité quand il sort en salle, oui, tout à fait. Donc c'est ça, à ce moment-là, que mon travail est fini sur le film. C'est au moment de la sortie. Oui. Merci beaucoup. On a une question d'Amy pour continuer. On arrive bientôt à la fin, hein, Yael, je vous rassure. Il nous reste... voilà, bon, super. Merci. Quelques questions, dont une d'Amy, là, pour l'instant. Une question plus technique. Qu'est-ce que le numérique a changé au niveau de la production? Je crois que ça a allégé pas mal de choses parce que les choses se font plus facilement, disons. Ne serait-ce que par exemple voir des rushs. Avant, on devait attendre le développement de la pellicule au labo. On pouvait des fois attendre presque une semaine avant de voir les premières images du film, les vraies images du film. Tandis que là, avec le numérique, le lendemain, on a les rushs. Du coup, donc il y a un côté plus rapide aussi de savoir ce qu'on a dans les mains.
plus direct et moins mystérieux. Et après, il y avait quelque chose avec la pellicule aussi où on tournait moins de matière. Parce que la matière était chère, la pellicule était chère. Donc on tournait moins. Là, on tourne beaucoup parce que ça coûte pas cher. HD, tout ça, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui coûte après, c'est le temps de voir tout le matériel qu'on a, de choisir. Avant, on avait moins de choix. Donc, on devait être peut-être un peu plus exigeant de qu'est-ce qu'on tournait. Aujourd'hui, on peut tourner beaucoup plus et choisir après quand on voit. Ça a des avantages, des inconvénients. Voilà, les inconvénients, c'est d'avoir trop de matière et de perdre tellement on a des rushs, des choses et ça. L'avantage, c'est de trouver des perles, des choses qu'on n'aurait pas eues si on avait la pellicule. Parce qu'on ne serait pas permis de tourner comme ça, des choses improvisées ou des choses pas prévues. Moi, je dirais plutôt ça. Après, voilà, le numérique, ça permet d'être plus léger, plus rapide, moins cher. Ça a beaucoup d'avantages. Après, on regrette parfois, il y a un côté nostalgique comme ça, parce qu'on aime bien l'image de la pellicule. La pellicule, c'est le cinéma d'autrefois, c'est le cinéma beaucoup plus matériel. On le voyait, la pellicule, on le voyait. Voilà, mais moi, ça me manque pas tant que ça, parce que je trouve qu'en numérique aujourd'hui, on peut faire des choses magnifiques au niveau lumière. Ça a beaucoup d'avantages. Il y a aussi un truc de lumière, par exemple. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup de lumière en numérique, hein, malgré tout ce qu'on dit. Il y a une collègue qui n'est pas d'accord. Elle va nous rejoindre, elle va nous rejoindre. On a une question de Fanny. Oui, que pensez-vous des plateformes du type Netflix qui produisent leurs films et les distribuent en autonomie, parfois même sans passer par les salles? Oui, bah, très souvent sans passer par les salles. Moi, je suis pas contre toutes sortes de possibilités de fabriquer des films ni de diffuser des films. Et je pense que c'est bien que ça évolue et qu'on ait d'autres chaînes. Pourquoi pas? Parce qu'en plus, d'autres financements, ils tourneront aussi. Donc, tout d'un coup, pour nous, c'est une ouverture aussi de faire des films autrement. Pourquoi pas? Moi, je serais pas contre de faire des films pour des plateformes aussi. Mais en France, c'est pas encore très simple. C'est pas encore très courant. Il n'y a pas beaucoup de films qui se font pour les plateformes, etc. Donc, c'est pas vraiment une possibilité. Moi, par exemple, je me disais, par exemple, j'ai un film, voilà, c'est un premier film, je vois les risques que ça va être. Voilà, je pourrais très bien le faire pour une plateforme. Mais c'est différent pour moi. Si moi, je fais un film pour une plateforme, je deviens plutôt producteur exécutif et non pas un producteur, disons, je vais pas avoir les droits sur le film. Le film va appartenir à la plateforme. Moi, je ferai mon travail de développement, mon travail artistique qui va être rémunéré. On l'espère bien, parce que sinon, voilà, à quoi bon? Mais au moins, voilà, il est rémunéré, il est dans un cadre, tout est payé, mais par contre, je me l'occupe pas après, il fait partie de cette plateforme. Donc, il va avoir cette vie-là. Pourquoi pas? Comme moi, j'aime bien faire de la télé, j'ai fait des séries pour la télévision, j'ai fait des documentaires pour la télévision, ce n'est pas quelque chose qui est contraire pour moi au cinéma. Je pense que c'est des choses différentes. Je crois que ça peut se nourrir, etc. Après, oui, on a un peu peur parce qu'ils ont beaucoup d'argent, parce que ça prend beaucoup de place et que on a l'impression que ça menace. Et c'est vrai il faudrait pas que ça soit une menace. Il faudrait que ça soit complémentaire, que ça nous permette de varier. Les choses évoluent, il faut évoluer avec. Ça, je pense ça. Je suis pas un producteur qui est anti cette révolution-là, en espérant qu'on puisse toujours. La salle, c'est quand même quelque chose que moi j'adore. J'aimerais bien préserver la salle. J'aimerais bien continuer à produire pour la salle. Mais je vois qu'il y a beaucoup en tout cas des expériences comme ça en France, des petites expériences qui commencent où on fait des choses ensemble. C'est-à-dire qu'un film peut être fait pour, par exemple, la mini-série que j'ai fait pour Arte, qui s'appelle L'agent immobilier. J'ai contacté un ensemble des salles qui voulaient sortir, faire des projections en salle
avant la diffusion, bah, ça a tombé à l'eau parce que c'était juste le coronavirus qui est arrivé en même temps. Et bah, la personne m'a demandé de faire des projections post-diffusion. Donc après que le film soit diffusé à la télé, il est montré quand même dans la salle. Ce qui est, pour moi, est formidable parce que ça veut dire que ces films que je fais pour la télé aura une vie dans le cinéma. Après, c'est une vie différente, c'est pas la même chose. Mais... Donc ça, à mon avis, avec les plateformes aussi, c'est même pour moi, il y a des films qui pourront sortir en même temps sur les plateformes et au cinéma et que ce ne sera pas un problème. Ça, au contraire, ça sera que voilà, les gens vont en parler, il y a des gens qui vont consommer comme ça et des gens qui vont consommer comme ça. Je pense qu'il faut suivre le temps et pas, voilà, et pas être contre, je pense. En tout cas, c'est ce que je pense. Moi, je suis bien d'accord avec Pour, vous. Pardon. pour la suite, à cause du confinement, justement, à cause de la pandémie, comment ça va affecter la production cinématographique et surtout comment ça va se passer pour la suite? Bon, on ne sait pas, c'est une grande question, on se pose plein de questions, ça c'est sûr. Nous, heureusement pour nous, on avait de la chance parce que notre programme correspondait un peu, c'est-à-dire que on finissait nos tournages au mois de mars et c'était prévu comme ça et on était en post-prod pendant le confinement et on savait qu'on n'avait pas de tournage d'ici la fin de l'année. Parce qu'on avait beaucoup tourné. On avait tourné pendant 4 mois la série, la 35 heures, c'est énorme. Voilà, pas 35 heures, pour 18 heures. C'était un grand tournage de 4 mois, plus un autre film qu'on a fait un long métrage. Donc, notre programme de tournage c'était prévu d'avance. Mais, par exemple, nous, on a un problème, c'est les sorties du film. Par exemple, le film de Mathieu Amalric devait être prêt pour Cannes. Bah, Cannes n'a pas eu lieu, donc le film va pas sortir tout de suite, il va être repoussé d'un an. Pour nous, un film qui est repoussé d'un an, on va perdre beaucoup d'argent. Ça va nous coûter en frais financiers parce que tant que le film ne sort pas, nous on paye des adios à la banque parce que la banque nous avance l'argent qui va être donné au moment de la sortie. Ça c'est un peu technique, vous le savez peut-être, mais je vous donne un exemple. Canal+ préachète le film. Ils lisent le scénario et disent ok, on va vous donner de l'argent. Ils nous donnent un contrat, ils ne nous donnent pas l'argent. Le contrat dit qu'ils vont nous payer 45 jours après la sortie. Donc, tant que le film n'est pas sorti, ils ne payent pas. Donc, nous, on a besoin de l'argent pour faire le film. Donc, on va aller voir une banque qui va nous donner l'argent avant. Mais tant que le film ne sort pas, l'argent n'est pas remboursé à cette banque. Donc, nous, on paye les frais financiers. Donc, si le film est repoussé d'un an, ça peut coûter très, très, très cher en frais financiers. Du coup, ça, c'est une des conséquences du coronavirus pour nous qui est terrible. Et du coup, voilà, on essaie. Alors, il y a eu pas mal de prêts de l'État qui ont été mis en place pour ça aussi, pour nous aider. Donc, des prêts à taux zéro, disons, qui est donc plus intéressant que les banques qui font des adios, qui peuvent nous aider. Mais on est inquiet parce qu'on ne sait pas, on est inquiet pour nos amis distributeurs parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, les sorties salles. Et si les films ne sortent pas, nous, on n'existe pas. Hein. Donc, les exploitants aussi, c'est terrible, des mois salles fermées, là, c'est une catastrophe. Donc, il faut qu'on attende voir comment ça reprend, est-ce que ça reprend, est-ce que les aides sont effectives, est-ce que ce secteur reprend de la forme. Sinon, on est mal barré. C'est pour ça aussi que pour nous, heureusement pour nous, qu'on fait aussi de la télévision. Parce que la télévision continue. La télévision a besoin de programmes, la télévision n'est pas dans un lieu public et tout ça, donc il y a une simplicité de ça. Donc nous, le fait qu'on a fait des séries qui vont être diffusées là, qui ont été diffusées, ça nous permet encore un peu de surfer sur cette vague-là. Et c'est pour ça que j'ai conseillé à tous les producteurs de varier leur activité, de faire toujours du cinéma, des télé, voilà, des films différents, parce que c'est important. Mais c'est vrai que même si on s'est dit que pour le moment ça va, parce qu'on a été organisé pour ça, on est inquiet pour l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas à quel point en financement, par exemple, on a des films à financer maintenant, comment on va financer? Est-ce que les distributeurs vont mettre des minimums garantis? Maintenant que la question de la salle se pose. C'est une grande question. Merci beaucoup. On va terminer avec 3 questions un tout petit peu plus personnelles sur vous, Yaël Fogiel, du coup, avec une première question de Camille, suivie d'une question de Marie, et on terminera avec Amy. D'accord. Alors, de toutes les œuvres que vous avez produites, quelle est celle qui, à titre personnel, tient une place toute particulière? Évidemment, la première, c'est comme le premier enfant.
faut le dire, hein. Et parce que c'est la première fois. Donc, le premier court-métrage que j'ai produit, qui s'appelle Madame Jacques sous la croisette, et mon petit coup de cœur de ma vie de productrice, suivi de mon premier long-métrage, Voyage. Les deux ont été faits avec le même réalisateur, Emmanuel Finkiel, pour qui c'était le premier film, le court-métrage, et le premier long-métrage. Donc, on a été en plus ensemble à les faire. Et du coup, c'est vrai que ça reste la base. Et en plus, les deux films ont eu une espèce de succès, disons. Le court-métrage, le premier court-métrage que j'ai produit et qu'il a réalisé reçoit le César du meilleur court-métrage. Donc, c'est quand même une histoire de Cendrillon parce que voilà, on fait un film, producteur pour la première fois, réalisateur que personne connaît et hop, on a le César. Ça, c'était une chance incroyable. Et ça nous a ouvert beaucoup de portes. Et pareil pour son long métrage, le premier long métrage qu'il fait, qui s'appelle Voyage, un film qui nous ressemble en plus, qui vient de son histoire, qui ressemble un peu à mon histoire, un film dans 3 langues, on a tourné dans 3 pays, dont Israël. Donc du coup, c'est un film qui m'est très cher, qui est très lié à moi. Et qui va à Cannes, qui a un prix à Cannes, qui a 2 Césars, qui a une carrière magnifique. Donc c'est vrai que ça reste le coup de cœur de ma carrière. Mais après, c'est vrai que il y a d'autres films que j'adore qui sont été très importants, comme le film de Julie depuis Cotard est parti, comme le film de Mathieu Tourné, comme voilà plusieurs films qu'on a fait, Les Méduses, qui a les Caméras d'Or, qui est le premier film israélien que je coproduis, qui a ce prix magnifique qui s'appelle les Caméras d'Or, qui c'est un prix qu'on peut avoir qu'une fois dans la vie d'un réalisateur, parce que c'est pour un premier film. Donc j'ai un lien très fort avec tous les films que j'ai produits. Donc justement, dans la continuité de ce qu'on disait, on a donc déjà parlé du festival, et donc ma question porte sur votre rapport donc cinématographique et cinéphilique à la ville de Cannes, et donc de quel ordre est-il? Est-ce que c'est important pour vous, donc le festival, tout ça? Malheureusement, c'est très important. Non, mais j'ai dit malheureusement parce que j'aime pas l'idée de la concentration et puis ça m'est arrivé de pas avoir de films à Cannes et des films auxquels je tenais beaucoup et que je crois qui étaient méritants plus. Et du coup, c'est complexe. Mais évidemment que je pense que c'est un festival qui est devenu très important. Après, j'ai un rapport très tendre avec Cannes déjà parce que ce premier court-métrage qui s'appelle Madame Jacques pour la Croisette a été tourné sur la Croisette à Cannes et qui n'a rien à voir avec la Croisette du festival. Mais la Croisette, je vous conseille de voir le film qui doit être trouvé facilement sur YouTube, sinon je peux vous l'envoyer sans problème, qui est un petit chef-d'œuvre. Mais c'est vrai que donc, premier tournage, on a tourné à Cannes. Donc du coup, déjà Cannes, un lien très fort. Premier long métrage que j'ai fait, il va à la quinzaine des réalisateurs. Donc, j'oublierai jamais cette aventure-là où voilà, il y a quelque chose de magique donc à nuit, que le monde entier est là et que tout le monde vient et que quand on présente un film, dans quelle section, on a toujours voilà, une salle comble et des réactions vives. Et, donc, c'est unique. C'est sûr que c'est une expérience unique. Donc, j'aime Cannes quand il sélectionne mes films. Et pour finir, Et Émilie, question un peu complexe, quel est pour vous le plus beau film du monde? Oh là là. Oh, je sais pas. Je sais pas. Il y a beaucoup de films que j'aime et qui sont importants pour moi. Donc je peux pas en citer un, mais je dois avouer comme ça par rapport à quelque chose d'intuitif. Quand vous avez posé la question, tout de suite, ce qui m'est venu, c'est un film qui s'appelle Valse avec Bachir. Bizarrement, c'est un documentaire. Alors, et sur Israël, et sur une guerre que j'ai vécue moi-même parce que j'étais là-bas, etc. Et c'est vrai que ça a traversé mon esprit. Après, il y a des cinéastes que j'adore, comme que ce soit Polanski, c'est un cinéaste que j'adore malgré tout ce qu'on peut dire sur Polanski, donc un cinéaste, ou Antonioni que j'adore, ou Bergman que j'adore, etc. Il y a plein de cinéastes que j'adore, Tarkovsky. Mais quand vous avez posé la question, voilà, c'est un film qui est venu tout de suite, parce que je pense que j'ai eu une expérience de spectatrice avec ce film qui était
peut-être c'est un des films où je me suis dit j'aurais pu le produire et j'ai regretté de ne pas l'avoir produit. J'aurais pu dans le sens où voilà, ça, il aurait pu arriver à moi, voilà, et c'est parce que tous ces chefs-d'œuvre dont je parle, que ce soit le film américain c'est pas des films que j'aurais pu produire. Mais là, voilà, donc du coup, c'est pas peut-être pas les plus beaux, mais c'est ça un film pour lequel j'ai une relation très forte, particulière. Ouais. Vous l'avez vu ou pas? À Cannes. Voilà, ouais. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup Yael Fogiel, merci beaucoup, c'était passionnant cette rencontre avec vous. Merci de votre temps que vous nous avez accordé. Merci aussi aux filles, alors Fanny, Amy, Marie, Camille, Cécile et Manon. Merci à Grégory à la technique. Et on espère vous rencontrer une prochaine fois à Cannes. En vrai, on a un festival, nous, en novembre. Vous avez déjà eu des films, d'ailleurs, qui sont venus aux rencontres cinématographiques de Cannes. On serait ravis un jour que vous soyez avec nous pour les présenter. Et puis, à d'autres occasions, peut-être, même Cannes Série, hein, puisqu'il y a un nouveau festival de séries à Cannes qui fêtera sa 3e édition. Puis, évidemment, au Festival de Cannes. On ne sait jamais, on se croisera, peut-être. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci à beaucoup, vous. vraiment, vivement. Et bonne chance à à très toutes. bientôt.